bichette. T'as déjà striké dans tes bichettes. Et avec des lunettes qui font peur, la victoire est signée. Game over. Salut tout le monde et bienvenue à Game Over, le podcast de baseball animé évidemment par mon grand chum Éric Gagné et moi-même Maxime Martin. Production de La Poche Bleue. Merci boys de nous donner cette chance de parler de balle en ce début d'été. En tout cas, on espère, on se croise les doigts. Là. C'est ici au Québec, c'est pas comme chez vous à Phoenix. J'ai passé une semaine. Il fait beau ici. Ça fait longtemps que l'été est arrivé ici, on va dire de quoi. Non, mais il mouille tellement pas souvent que quand ça arrive, courez-vous dehors comme des enfants de 4 ans avec la bouche ouverte, essayer d'avaler les gouttes ou non? Ben oui, c'est pareil comme quand la première neige au Québec ici, là, c'est incroyable. Il fait peut-être 3-4 fois par année qu'il mouille, fait qu'on en profite, puis ça fait longtemps qu'il n'a pas mouillé. Fait que, OK, fait que on peut pas chialer. Vous n'êtes pas superstitieux, c'est pas genre ah Dieu nous en veut, c'est la fin du monde, il mouille à Phoenix. Non, c'est pas super. OK. Non, nous autres, c'est un blessing. Blessing in the sky. Quand t'es dans le désert, t'en as besoin de la pluie, puis ça change toutes les belles montagnes qui viennent toutes vertes. Fait que on est bien content quand il mouille. Comment ça va? Ça va bien, toi, t'es en forme? Oui, ça va super bien. Puis c'est tellement drôle parce que moi, j'aimerais ça que les gens connaissent, voient un peu dans l'univers dans lequel je vis depuis qu'on travaille ensemble et qu'on se connaît, que on est des chums. On peut le dire. Et on avait un meeting avant hier et tu me textes toute la gang, mais tu te dis hey, on peut-tu commencer le meeting plus tôt ou plus tard, je me souviens plus. Ça se peut que j'aille jouer au golf avec Mike Modano. Je fais fuck off, on n'a pas la même réalité. Je m'en vais pas jouer au golf avec Mike Modano. Je sais que je fais un peu kitsch aujourd'hui. Je me suis dit, j'anime avec un chandail de baseball. Je m'assume. J'ai choisi celui-là. J'en ai une vingtaine parce que je suis un peu guidoune de chandail, on le sait. Pourquoi les Reds? Parce que ça fait avec les souliers que je porte présentement, mes running rouges. On les voit pas. Puis aussi le fait que... Là, je me dis, je suis allé courir dehors, mais j'ai pogné un coup de soleil ou je fais de la haute pression. Fait que c'est à vous de choisir. On peut même voter live là-dessus. J'aimerais aussi remercier toute la gang qui m'ont aidé à améliorer déjà mon décor. Hein? Si vous posez la question. Oui, quand même. Écoute, j'ai beaucoup de choses à faire avant de te rattraper. C'est quoi le bobblehead avec la couronne en avant? C'est Prince Fielder. C'est Prince Fielder? Prince Fielder qui est vegan. Oh, ouais. Mais attends une minute, il y a un uniforme bleu. Ça, c'est l'ancienne. C'est le vieux, l'ancien uniforme de Milwaukee. Milwaukee. C'est vrai, j'ai oublié qu'il avait commencé là. Ben oui, exactement. Donc, et pour ceux qui se posent la question, évidemment, on a beaucoup de produits alcoolisés, mais encore, dois-je le répéter que c'est La Poche Bleue qui a fait la décoration, entre autres Maxime Lapierre, qui... Max a un petit côté... non, c'est son projet de la semaine de s'assurer que le décor s'améliore. Ça l'a fatigué depuis la dernière fois qu'on était en onde. Et je suis arrivé ici, puis à chaque 2 minutes, Max, viens ici! Max, viens ici, t'aimes ça? C'est du côté? Fait que je pense que dans son temps libre, Max est très plugué sur Canal Vie. Je dis ça de même, je veux pas le stouler, mais tu sais, j'ai un petit soupçon de quelque chose. Donc, on y va, quelque chose de pas pire. Le cadre est rendu là. Je l'ai dit, Molson n'est pas encore un commanditaire, mais comment t'étais un commanditaire que de remplir un frigidaire de ses produits? Et j'aimerais ça, attends une minute, je suis pas habitué et j'aimerais ça remercier évidemment aussi mon chum Étienne Boulay qui participe au décor. C'est comme un peu d'une pendaison de la crémaillère. Les autres podcasts me donnent des choses pour évidemment que je puisse un peu un jour rivaliser avec le tien. Les réseaux sociaux, évidemment, pour nous suivre, on vous encourage. Je sais qu'Éric puis moi, on a une petite lacune. On vous promet de travailler fort là-dessus. Oui, on essaye. Exact. On essaye. Non, mais on se fait, regarde, vidéo régulièrement, puis des petites opinions, des petits bonjours, des petits clins d'œil. Là, ils m'ont mis la caméra en plein milieu, fait que ça fait un peu bizarre. Mais sur Facebook, Game Over Baseball Podcast. Sur Instagram, Game Over Baseball. C'est quand même assez. Oui, exact. Et sur Twitter, @show. En tout cas, bon, vous l'avez vu. J'ai-tu besoin de. Bon. Hey, on va commencer tout de suite parce que les gens sont ici, évidemment, pour ça. Nous entendons parler de balle. Man. J'aime tellement ce qui se passe dans la division Est de la Ligue américaine. Moi, mon focus de la saison va se passer là. Parce que de toute façon, les deux divisions centrales, c'est vraiment autant dans la Ligue nationale que, évidemment, dans la Ligue américaine. On dirait que personne ne veut la gagner. Tout le monde se regarde. Non, vas-y, non, toi, vas-y. C'est deux divisions très polies et très gentilles une envers l'autre. Ou t'en souviens-tu qu'on était au primaire et qu'on avait toujours les tests du gouvernement Canada, t'avais les espèces de récompenses. C'est pas des médailles, c'est des trucs que tu brodais. T'avais excellence, argent, or et t'avais participation. Donc, on salue les deux divisions centrales des deux ligues pour leur participation. Mais tabarouette, sérieux, dans la Ligue américaine de l'Est, les Rays, mais les Orioles, man, moi, c'est mon coup de foudre de l'année parce que je le dis souvent, moi, depuis le départ des Expos, je suis orphané d'équipe. Une équipe reconstruite, évidemment, avec des jeunes. Et moi, ce que je trouve fascinant, c'est que cette équipe-là réussit deuxième
Et il y a un des lanceurs partants qui a une moyenne de points mérités en bas de 5. Fait que ça veut dire que tu gagnes ou que ton bullpen est bon, mais ça, je trouve ça fascinant. Et là, les Blue Jays en dernier, je te pose la question, là, parce que je sais que tu vas me dire la réponse. On est juste au mois de mai, on panique pas, mais tu joues dans la Ligue américaine Est, est-ce que le bouton, il est pas rouge, mais est-ce qu'il commence à changer de couleur un peu? Là, tu es dans la dernière place. Fait qu'il y a beaucoup de chemin à faire. C'est sûr que tu regardes les Red Sox. Si tu dis une division qui est moins forte, les Rays sont tellement forts, sont tellement en avance sur tout le monde, je pense. Ils ont beaucoup de depth. Les Orioles, c'est une grosse surprise. J'aurais jamais pensé voir les Orioles là. Ouais. Mais Puis comme on attends, dit, puis pas c'est si loin vraiment derrière, là. Tu sais, au début, on rattrapait un peu le lead des Rays, là. Non, ils vont super bien, puis c'est vraiment surprenant, mais écoute, ils ont vraiment commencé à zéro. On parle de reconstruction au complet, on recommence de Matt Blood qui était avec nous avec les Rangers, quand moi je suis avec les Rangers, lui il était là, il nous a aidé beaucoup. Puis, je veux dire, il a aidé beaucoup les Orioles, puis c'est vraiment quelque chose de spécial, qu'est-ce qui arrive là-bas, parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent, ils n'ont pas beaucoup de joueurs, mais... Ben, il y en a plus qu'on pense. Ils ont déjà fait des contrats niaiseux. Là, t'en souviens-tu de Davis, j'oublie son nom. Davis, ouais. C'était pas niaiseux, c'est sûr. C'est le temps niaiseux après. Après qu'il y a 90 millions qu'on a eu qui ramassent, qui payent eux autres mêmes. Contrat de 5 ans, il a joué 10 games. Ça leur a coûté une centaine de millions. C'était vraiment un super bon investissement. C'est dur à avaler un peu. C'est vraiment dur. Mais évidemment, j'aimerais ça aussi qu'on souligne quand même que lui a fait son école, évidemment, avec les Astros de Houston. C'est pas mal là qu'il a un peu aussi pris son trade de pouvoir scouter. Je me trompe-tu ou tu vas-tu me reprendre? Je sais pas si ça se peut qu'il était avec les Astros, mais je sais que c'est un gars des Rays. C'est un gars, dans le fond, c'est Moneyball. C'est vraiment un jeune qui est vraiment intelligent. Il était à North Carolina. Je sais qu'il était à l'Université de North Carolina. Okay. Fait que, c'est vraiment un gars vraiment impressionnant par rapport à son résumé. Il était vraiment jeune quand il est arrivé avec les Rangers, mais c'est quelque chose que, tu sais, veut pas, ça prend du temps à inculquer une culture qu'on va parler un petit peu avant. Ouais. Mais Ariel, on voit que ça porte fruit. C'est quelque chose de fun à voir. Il joue bien à la maison, il joue bien sa route. Ils jouent bien partout. Dans le fond, ils sont 31 victoires, 16 défaites. Exactement, puis pas juste ça. Bien quelque part. Puis les recrues ont produit tout de suite. Bon, Gunnar Anderson, évidemment, bon, c'est normal, deuxième saison, fera pour à peine 200. Rutschman, j'essaie de le prononcer à chaque fois comme catcher, semble surtout avoir eu la confiance des lanceurs, mais en même temps aussi, les lanceurs sont jeunes. Ils se sont débarrassés de certains vétérans comme Lars l'année passée pour vraiment faire confiance à ceux qui ont grandi dans le système. Lui, honnêtement, c'est sa deuxième année. Il a déjà l'air d'un vétéran dans sa façon de caller les games, d'être derrière le marbre et tout. Cedric Mullins. Moi, je trouve que c'est une équipe, excusez-moi l'expression au baseball, mais je trouve que c'est une équipe sexy. Elle a du swag et moi, honnêtement, même si je porte un chandail des Reds, comme j'ai dit, ça fit avec mes runnings et ma haute pression dans ma face. C'est le fun d'avoir joué parce que quand tu es des jeunes, même, tu as beaucoup d'énergie. Puis je pense que les Blue Jays, c'est la même chose. Les Blue Jays, quand il y a un an ou deux, c'est la même affaire. L'énergie qu'ils jouaient, c'est vraiment impressionnant. Puis je pense que c'est ça qui est le fun d'avoir avec les Orioles. Ils ont vraiment quelque chose de spécial. Les jeunes sont bons, oui, mais ils sont tous, comme on dit en anglais, they're all hungry. They all want to show they can be there. Exact. Mais en même temps, on revenons brièvement sur les Blue Jays parce qu'on veut parler un peu de la Ligue américaine, des deux divisions Ouest. Mais je l'ai dit, le bouton, il n'est pas à rouge, on s'entend, là. Tu dis qu'honnêtement, c'est quand même une équipe d'expérience, quand même le gros, c'est pas mal le même noyau qui était là l'année passée aussi. Fait que t'as l'expérience, c'est quoi? C'est dur de gagner dans une ligue majeure. Écoute, c'est pas facile. Il y a d'autres équipes que tu joues contre, puis c'est toutes des bonnes équipes dans cette division-là. Quand tu parles des Blue Jays, ils ont un bon noyau, comme tu disais, ça fait longtemps qu'ils sont bons. Mais encore, il faut qu'ils prouvent qu'ils sont capables de gagner, de jouer ensemble. C'est encore la même chose. Les releveurs et les lanceurs partants. C'est tout le temps de même au baseball. Ouais. Au hockey, tu n'as pas un bon goaler dans les playoffs, ça va pas bien. Puis je pense que c'est la même affaire au baseball. Tu as 162 games à jouer. Tu as besoin des bons lanceurs partants. Tu as besoin des bons releveurs. Puis je pense que c'est un petit peu ça qui me manque un petit peu. Puis veut pas. À un moment donné, il faut que quelqu'un prenne la responsabilité. OK, on sont 25 et 22, c'est pas si pire. Écoute, ça va changer. Tu vois, les Orioles, d'après moi, ne sont pas là. Les Rays vont se calmer un petit peu. D'après moi, les Yankees. Attends, je viens de faire la gloire des Orioles, t'attaques déjà mon équipe. C'est non, mais je viens à peine de s'envoler, puis toi, comme Doc Hunt, à l'époque, on a petit jeu vidéo. Mais c'est ça, c'est un marathon. Tu sais comment ça se passe. C'est bien beau, un bon départ, mais faut que tu finisses la job. Et je pense que les Orioles c'est un bon. Même s'ils finissent pas bien, c'est juste une belle histoire pour l'instant parce que ça fait longtemps qu'ils sont pas bons. Ça fait longtemps qu'ils ont de la misère. Puis je pense qu'ils viennent de reconstruire comme il faut. Puis les Blue Jays, ils ont fait un petit peu le même blueprint qu'eux autres. C'est juste que là, ça a 2-3 ans que là, il y a beaucoup d'attentes, je pense, avec les gars comme Vladdy. Puis c'est les grandes signatures à chaque année aussi, on s'entend. Mais je pense que la grosse différence aussi, on ne s'attendait pas à une saison aussi difficile. En fait, décevante d'Alek Manoah, tu sais, je veux dire, honnêtement, c'est même plus la moyenne de points mérités, mais il a perdu le contrôle. Le nombre de buts sur balle a tellement augmenté. Il se passe quelque chose avec le jeune homme, comme on dit. Oui, c'est ça. C'est un bon lanceur. Écoute, le stuff, il a le talent.
c'est pas toujours facile. Écoute, je le sais, moi, comment que c'était. J'ai 3 ans en tant que partant. Une année que ça va bien, l'autre année, tu sais pas ce qui se passe, tu as oublié comment lancer. Je pense que c'est ça qui arrive un petit peu, mais ils vont se replacer, ça. Ils vont se replacer, mais écoute, avec cette division-là, c'est la plus belle division à suivre. Ah ouais, le dernier, c'est un pourcentage de victoire de 532 à 25-22, puis c'est les dernières places. C'est une division vraiment difficile. Si tu ne commences pas fort au début, l'année passée, les 5 équipes, dis-moi si je me trompe, quelqu'un peut nous écrire. Je pense à moi, peut-être que les Red Sox à la fin ont choqué, mais il me semble que l'année passée, en tout cas jusqu'à la fin de la saison, les 5 équipes jouaient pour au-dessus de 500. Fait que ceux qui nous écoutent, et bienvenue, parce qu'on salue tout le monde qui nous écoute en direct. Si vous voulez nous faire bonjour, d'ailleurs, ça serait un grand plaisir et vérifier mon information, puisque c'est un travail d'équipe. Rapidement, avant de recevoir notre invité, parce qu'aujourd'hui, notre invité du côté francophone, c'est Carl Gélina. J'ai oublié de le mentionner au début du show, mais évidemment, Game Over, version francophone, est à 8h30 en direct ici des studios de la Poche Bleue. À 22h, c'est le podcast Game Over, The English Show, The English Story. Ce soir, notre invité, ça va être Russell Martin. On va le faire en anglais avec Russell, mais inquiétez-vous pas. Russell va venir pendant la saison pour nous parler en français. Mais d'ici ce temps-là, rapidement, moi je vais tout de suite. Regarde, c'est quoi? Je sais que tu veux parler de la Ligue américaine Ouest. Fait que moi je vais commencer avec la Ligue nationale Ouest, puis ça va être très bref comme conversation. Puis je vais te faire plaisir. Je vais déjà concéder à tes Dodgers la division. Parce que honnêtement, je veux dire, c'est une belle histoire, les Diamondbacks. Un beau noyau de jeunes, mais en général, un noyau de jeunes, ça choque à la fin. Les Giants, plus l'équipe que c'était. Très dur à suivre par moi. Je comprends pas leur développement. C'est un beau noyau de joueurs col bleu ordinaire. Honnêtement, les Padres, ça me fait rire. Parce que ce que j'adore, c'est la preuve qu'un championnat, ça s'achète pas, ça se gagne. À moins que ce soit les Diamondbacks avec des gars comme Schilling dans le temps, mais ils payent encore justement pour ça. Je pense que c'est un petit peu plus dur de l'acheter à cette heure. Mais non, comme tu disais, dans l'Ouest, c'est vraiment une belle division. Ça fait longtemps que les Dodgers sont sur le top. Je pense que ça va être vraiment difficile à déplacer. Une équipe, comme on parlait justement, tu ne peux pas acheter un championnat, mais tu peux acheter des bons joueurs. Mais tu peux pas acheter une chimie. Non, mais je pense que c'est là. C'est juste apprendre à gagner, ça ne prend pas 2-3 années, ça prend du temps, la chimie ensemble. Ça prend un petit peu de magique aussi. Puis je pense qu'ils vont l'avoir. C'est sûr que c'est dur avec les Dodgers, t'as pas de break. Puis en plus, avec les Diamondbacks qui vont bien, là, c'est les victoires que tu dois d'avoir contre les Diamondbacks qui ne sont pas là. Les Padres sont toujours difficiles à jouer. Puis c'est une belle division, c'est le fun à regarder. Mais vive les Rockies pour faire du bien à tout le monde. Jouer contre les Rockies, c'est comme avoir un gros câlin de ta maman qui te donne une tape sur l'épaule. Viens jouer contre nous autres, tu vas nous battre, ça va bien aller, tu vas bâtir ta confiance et passera à l'autre équipe. Rapidement, parce que du côté de l'Ouest, je vais aller avec une question bien simple. La Ligue américaine Ouest est encore une fois très intéressante. Et ce que j'aime, c'est qu'on avait dit que les Astros étaient en déclin. C'est pas une équipe que j'apprécie énormément. Puis ça n'a aucun rapport avec le trichage une couple d'années. Je sais pas si mais ils sont sur une séquence de 9 victoires, une défaite. Donc, ils ont fait ma gueule à bien du monde. Les Angels, pour une fois, jouent au moins pour 500. Ça devient intéressant. Pas le choix. Mais honnêtement, la question qu'on entend le plus souvent dans tout ce qui est, évidemment, podcast, émission télé, peu importe, est-ce que les Rangers, selon toi, are they the real thing, comme on dit en anglais? Sont-tu vrais? Je pense que oui. Ouais? Je pense que oui. Moi, je pense are they for real? Oui, je pense que oui, parce que, écoute, ça fait longtemps qu'ils ont de la misère, ça fait longtemps qu'ils cherchent des lanceurs, ils ont des bons lanceurs. Il y a Ovaldi qui s'en vient, qui est là avec. Très dominant. Avec DeGrom. Écoute, puis juste, même s'ils ne lancent pas ces deux joueurs-là, juste les avoir dans le clubhouse, ça change vraiment une attitude à tout le monde. Ouais, mais tu sais, à 30 millions, 40 millions par année, c'est le fun quand ils sont dans le clubhouse aussi. Ça l'aide. Ça l'aide. Ça l'aide de les avoir sur le monticule à 40 millions aussi. Mais écoute, avec Semien qui est à Toronto, tout le monde le connaît bien. C'est un bon joueur. Avec Seager qui ont signé avec les Dodgers. C'est des joueurs vraiment solides. C'est des joueurs gagnants. C'est du monde qui ont vraiment travaillé fort pour se rendre là. Puis oui, ils font beaucoup de bons salaires, mais c'est des gagnants. Puis je pense que ils le méritent. Les Rangers, ils le méritent parce que moi, quand j'étais là avec John Daniels, que lui, c'est la deuxième année dans le temps, il était le plus jeune GM. Oui, je me souviens de ça. Il m'a signé. Ouais, il m'a signé moi, il y avait moi, Kenny Lofton, une coupe, Sammy Sosa qui nous a signé en tant que vétéran. Puis là, notre job, dans le fond, nous autres, c'était vraiment d'amener les jeunes, les prendre par la main et dire, OK, c'est ça qu'on va faire, les faire grandir, dans le fond. Puis là, je pense que tu vois que les Rangers, avec Bruce Bochy, ça, c'est ça. Je pense que le hit factor là-dedans, qu'est-ce qui arrive, c'est Bruce Bochy qui laisse ses joueurs jouer. Il a confiance en ses joueurs. C'est un old school manager. Il sera jamais. He's not going to get in the way, comme on dit. Il ne commencera pas à te donner trop d'informations. Il va juste te laisser jouer. Quand tu as besoin un petit peu d'un pick-me-up, quelque chose comme ça, il connaît, il a confiance en ses joueurs. C'est ça la grosse différence, je pense. Je pense que c'est there for real. Je pense qu'ils vont se battre contre.
Je pense que c'est le Silver Boots qui appelle ça contre Rangers contre Houston. Je pense que les Rangers vont enfin passer un petit peu au-dessus de. Ben, ils vont avoir besoin d'aller chercher des releveurs. Leurs lanceurs vont faire la job, mais honnêtement, dans le bullpen, présentement, c'est pas ça. J'aime aussi le mélange des joueurs avec le jeune Duran qui a été rappelé des mineurs il n'y a pas longtemps, qui avait fait ses preuves l'année passée. Josh Young au troisième but aussi. Donc, j'aime bien la balance des deux. Tavares aussi dans le champ centre. Mais puis ce que j'aime de Bochy, je le connais pas, mais ce qui me donne comme impression, c'est Joe Cool dans un vestiaire qui est capable d'être proche de ses joueurs tout en regardant à distance. Et comme tu dis, qui est old school, mais qui n'est pas un dinosaure non plus. Souvent, il y a des coachs, j'ai l'impression que quand ils sont old school, tu peux pas leur faire changer d'idée. Ils sont pas ouverts aux nouvelles idées. C'est pas comme Madden dans le temps Tampa Bay, mais je pense que Bochy est quand même ce genre de joueur-là, ce joueur d'entraîneur-là qui est prêt à s'adapter. Je me trompe-tu? Il n'y a pas besoin du spotlight. C'est ça qui est important. Dans le baseball présent, dans le baseball qu'on est, il y a tellement de choses. On parle de analytics, on parle de... Dans le fond, c'est juste un psychologue. C'est juste un gars qui est capable de comprendre ses joueurs, qui lui donne confiance. On parlait dans le temps des Lakers qui avaient, je me rappelle plus c'est quoi, son Jackson, Phil Jackson avec les Lakers. C'est un petit peu un genre comme ça il est tellement easy going, il even kill tout le temps. Il fait confiance en ses joueurs. C'est ça la grosse différence avec les joueurs. Tu sais, quand tu sais que ton coach, ton coach, il te back up, puis il fait confiance, ça l'enlève beaucoup de stress, ça enlève beaucoup de pression aux joueurs. Je pense que c'est ça qui donne aux Rangers le petit hit factor. Hey, là-dessus, on arrête ça tout de suite parce que nous connaissons, on pourrait parler de ça jusqu'au lever du soleil. Fait que, hey, notre invité tout de suite après, Carl Gélina, mesdames et messieurs. Ça le dit, au jeu, game m'a fait play ball, comme on dit. Oh mon Dieu, en plus, c'est tout propre, Carl. Comment ça va? Wow! Ça va bien, vous autres? J'arrive du golf. Ah, OK, c'est ça le look. OK. C'est drôle parce que les boys, on dirait qu'on met plus d'efforts pour s'habiller pour aller jouer au golf que quand il faut qu'on aille faire les courses ou l'épicerie avec sa blonde ou sa femme. C'est tout le temps, tu sais. Quand tu vois un gars chic, soit que sa mère vient visiter, ça ne pas de se faire chier, à se faire dire bon, pourquoi tu t'habilles de même, ou évidemment, il arrive du golf. Comment ça a été? Correct, c'était ma première de l'année, fait que somme toute, c'est quoi, 87 que j'ai joué? C'est respectable. Wow. J'accepte. C'est ma petite game, ma short game qui n'est pas excellente. Même si j'avais eu 5-6 games en arrière de la cravate, ça aurait été le même scénario. Moi aussi, ma short game et le putting et mes drives. Et le drive. Exact, et tout, en fait, dans la seconde que je sors mon sac du char, je sais que je suis dans la merde. C'est pas compliqué. Là, fait que, hey, t'es souriant, la vie est belle? Oui, la vie est très belle. Faisait beau. On est dans pleine saison de baseball. Je suis occupé pas mal, mais la vie est très belle. Ben écoute, moi, je veux te remercier personnellement, toi, puis à Kevin Young, puis Max Lamarche. Il y a bien du monde qui m'ont fait réaliser un rêve. Évidemment, c'est de descendre à Phoenix, à Scottsdale avec vous autres pour aller m'entraîner avec l'ABC. J'étais avec des petits culs de 16-18 ans et pendant 3 jours, j'ai eu 16-18 ans. J'entends encore ta voix dire « Hey Martin! Ah ouais, ramasse un bâton si tu t'en vas frapper. Ah, man, écoute, j'en parle, et donc je veux te remercier. Et c'était beau de voir, tu sais, la passion de ces jeunes-là. Puis, en fait, ils sont à un âge, à 16-18 ans, où, j'imagine qu'en tant que coach, parce qu'évidemment, pour ceux qui ne savent pas ton implication, on dit quoi, coach officiel de team de l'ABC ici au Québec? Oui, en fait, je porte un peu 2 chapeaux. Je suis coordonnateur des lanceurs, puis pendant l'été, je coach l'équipe de 17 ans et moins. Donc, notre équipe plus vieille, on a 2 équipes. On a une équipe de 16 ans et moins, puis une équipe de 17 ans et moins. Puis moi, je m'occupe de l'équipe de 17 ans et moins. Parce que c'est long parce que souvent, après l'entraînement, moi, je jouais des deux côtés. Je me tenais avec les boys, les jeunes boys. J'étais accueilli vraiment par les jeunes. J'ai vraiment adoré ça. Et après ça, évidemment, je traversais le bord de la clôture. Puis là, j'étais avec les coachs, puis j'entendais jaser et tout. Et c'était beau de voir les discussions, justement, sur... T'as pas le choix de porter pas des jugements, une analyse sur les performances des boys. C'était là pour les entraîner, les amener ailleurs. Puis à cet âge-là, parce que je me souviens d'une discussion qu'on a eue parce que ma première apparition au bâton, j'ai un but sur balle. Comment tu peux donner un but sur balle à un gars de 53 ans qui n'a pas été au bat depuis 30 ans? C'est un peu gênant, c'est correct. Mais tu sais, gars, je pense que j'ai intimidé le jeune un peu. Là, je peux comprendre ça. Mais sérieusement, à cet âge-là, c'est plein de passion, mais c'est en même temps, évidemment, très naïf. C'est quoi l'angle? Comment tu trouves la limite de dire faut qu'il entende la vérité, il faut que je le brasse un peu, puis il faut qu'en même temps aussi, je sois capable de comprendre qu'il est encore jeune puis qu'il apprend, t'sais. C'est dur à trouver. Il faut que d'abord, moi, je considère que tu dois comprendre avec qui tu deals aussi. Là. Même à cet âge-là, c'est des jeunes adultes quand même. Puis, c'est pas tout le monde qui répond aux mêmes stimuli ou aux mêmes commentaires ou à la même manière d'approche, si on veut. Fait que c'est vraiment de comprendre qui est le jeune individu, le jeune athlète.
Puis après ça, c'est beaucoup du sugar coating. Tu veux lui dire les 4 vérités. Tu veux pas non plus camoufler plein de vérités dans le but de lui faire plaisir. Ben, il faut quand même que le jeune athlète comprenne ce qu'il doit travailler, ce qu'il doit améliorer, ce qu'il fait de bien, surtout, mais aussi ce qu'il fait de moins bien, parce que, veut pas, il faut travailler sur nos faiblesses autant que sur nos forces. Donc, il y a beaucoup de messages subtils, si on veut. Moi, j'aime utiliser l'humour pour essayer de faire comprendre que tu fais telle ou chose, pas tout à fait de la bonne manière, mettons, là, mais comme je dis, c'est vraiment de comprendre c'est qui ton individu, c'est qui ton athlète, puis comment le driver, puis lui faire comprendre les messages que tu veux lui faire passer. Si jamais tu veux qu'on brainstorm des gags, tu me le diras. Ça me fait plaisir. Ta prochaine visite de Monticule, tu vas avoir un punchline quelque part aussi en disant à ton lanceur aussi que c'est le temps de partir. Gags, tu avais une question sur le bout des lèvres. Comment ça va, mon homme? T'es en forme? Oui, ça va bien, toi? Hey, incroyable. Ouais, ça va bien. Merci en passant. Là, ça fait longtemps qu'on se connaît. Ça fait longtemps que moi et Carl, on se connaît. Moi, je l'ai coaché longtemps. Puis on parlait de coaching style, puis on parlait de jeunes, comment on communique aux jeunes. Moi, j'ai trouvé toujours, dans ma tête, à moi, c'est une relation que tu as avec un jeune. Puis je pense que moi, mon style, c'est vraiment de connaître le jeune. Ça prenait beaucoup de temps à rendre le jeune. Moi, ma question, dans le fond, c'est juste savoir, c'est quoi ton style, tu penses, de coach? C'est pourquoi tu connectes avec les jeunes, puis c'est comment, c'est valorisant. Tu sais, moi, je le sais, quand je te coachais, c'est vraiment valorisant de parler à un jeune, puis voir qu'il comprend. Puis c'est quoi que tu as appris, genre? C'est quoi la différence entre Carl, le lanceur, et Carl, le coach? Bonne question. Bonne question, Gags. Écoute, tu m'as invité le soleil. Ça fait une semaine qu'il y a brainstorm. Ça fait une semaine qu'il m'appelle 10 fois par jour. En plus, j'ai fait des notes, c'est même pas une question que j'ai écrite. Ça fait 2 semaines. T'improvises, man! T'improvises. Gags is loose. Côté coaching, là, je te dirais que j'ai touché à tous les groupes d'âge. Quand j'étais plus jeune, puis j'étais encore actif dans le baseball professionnel, pendant les saisons mortes, je faisais des cliniques là, à des tout jeunes. Ça prend énormément de pédagogie puis de la simplicité pour que les jeunes comprennent. Ensuite de ça, à ma fin de carrière avec les Capitals, mais j'étais joueur-entraîneur, un peu comme Reggie Dunlop. Fait que je m'occupais des lanceurs, puis je lançais à mon tour. Là, tu deals avec des joueurs professionnels qui sont proches de ton âge ou quand même. Là, présentement, j'ai un groupe d'âge là, que je trouve quand même le fun à travailler avec parce que, comme je disais, c'est des jeunes adultes, c'est des joueurs quand même remplis de talent, très prometteurs, puis c'est des petites éponges. Ils sont prêts à apprendre, ils veulent apprendre, puis ils veulent passer au prochain niveau, puis s'améliorer. Donc, moi, j'ai une approche un petit peu easy-going. J'ai une approche, je les laisse travailler. Je m'assure qu'ils travaillent fort, puis qu'ils cochent toutes les cases qu'ils doivent cocher là, sur une base régulière. On a une semaine où du lundi au vendredi, par exemple, on doit toucher à plein de choses. Je m'assure que les gars travaillent fort, je m'assure que les gars sont heureux, qu'ils sont bien, qu'ils ne sont pas tracassés. Je suis un peu leur grand frère, si on veut, plus qu'une figure d'autorité, si on veut. De temps en temps, tu n'as comme pas le choix de mettre un casque un petit peu plus autoritaire parce que tu dois remettre le train sur les rails lorsque c'est le temps, mais somme toute, là, c'est vraiment un beau groupe. J'ai peut-être 23-24 lanceurs à ma charge pendant l'hiver. Puis un peu pareil là, pendant l'été. L'été, je te dirais même un peu moins. Là. Il y a peut-être une vingtaine de lanceurs à ma charge pendant l'été. Mais c'est vraiment plus un rôle de grand frère, s'assurer que ça progresse bien, ton bras va bien, ton mental va bien, parce que c'est beaucoup, puis Eric, tu vas pouvoir me confirmer ça, là, mais la confiance, c'est extrêmement fragile, puis tu peux truquer de la confiance aussi là, aux jeunes, leur dire qu'ils sont bons, même dans des moments où ça va moins bien. Fait que c'est vraiment une approche plus pédagogue, puis plus grand frère là, que j'ai, moi, je pense, avec les jeunes. Mais moi, je t'ai vu, puis de un, t'as pas peur de mettre les points CI parce que c'est nécessaire aussi avec des jeunes de cet âge-là. Puis, sans nommer de nom, on a vu une couple d'exemples pendant les matchs intra-équipe, surtout, moi, c'est là que j'étais là pendant. Et j'ai vu des jeunes, comme tu dis, avec énormément de talent. Je me souviens d'en voir un, juste l'éclairer du bord de la clôture. Et ce que je me suis rendu compte aussi, ce qui est tough, tu parles de développement et de style du caractère. L'ego est à checker. On sait c'est quoi, 16-17 ans, on est des jeunes coqs dans une basse-cour, là. On a le chest bombé, là, puis honnêtement, des fois, je vous voyais, quand
Tu sais, des fois, ça doit être frustrant quand t'as un joueur qui est un peu cocky, qui est trop confiant, puis t'essaies de le ramener à terre. Des fois, j'ai l'impression que c'est plus tough de ramener un kid qui se pense meilleur que tout le monde qu'un kid qui a besoin de construire sa confiance. Je me trompe-tu? Absolument. Écoute, il y en a que c'est de la fausse confiance aussi. C'est comme une image, une parure. Moi, je suis tough, moi, je suis bon. Un bouclier, finalement. Exact. Puis la seconde que c'est le temps de livrer la marchandise, ça ne fonctionne pas. C'est signe que c'est de la fausse confiance. Ça en prend de la fausse confiance aussi. Puis je pense que c'est même toi, Éric, qui racontait que tu dois être un peu hypocrite dans le sens que tu dois te dire que tu es le meilleur, puis tu dois être assez niaiseux pour te croire que tu es le meilleur. Hey, c'est pareil en humour, si je peux vous rassurer. C'est vrai. C'est Tommy Lasorda qui disait ça. Il dit, know that you're the best, just don't tell anybody. Je pense à ça. Yeah. Ah ouais, sache que t'es le meilleur, faut pas dire à personne, j'adore ça. Exactement. Il y a comme une... Il y a de le montrer, puis il y a de le démontrer. Je pense que c'est deux choses différentes. Il y a des jeunes à cet âge-là, par exemple, ceux qui sont élus sur l'équipe nationale, souvent lorsqu'ils reviennent de là, il y a une confiance différente, une attitude un peu différente, comme si, hey, tout d'un coup, je suis meilleur que tout le monde alentour de moi. Mais tu sais, pour avoir gravité dans le milieu du baseball pendant assez longtemps, des joueurs qui ont fait l'équipe nationale puis que ça n'a rien donné par la suite, puis il y en a eu un puis un autre, puis il y en a eu d'autres qui n'ont jamais fait l'équipe nationale puis qui ont eu des belles carrières, puis que, tu sais, il n'y a pas un développement à cet âge-là, surtout, qui va de... C'est pas linéaire, là. Il y en a qui sont meilleurs plus jeunes parce qu'ils ont atteint leur maturité plus jeune, parce que physiquement, ils sont en avant des autres. Puis il y en a d'autres que ça tarde, puis ils n'ont pas un poil en face, puis qu'ils sont gros comme ça, puis ça va prendre quelques années encore avant de remplir un frame. Fait que, tu sais, je veux dire, le concours d'ego, comme tu mentionnes, le Max, là, il est présent, puis c'est à gérer, puis c'est de s'assurer que c'est pas dérangeant auprès des autres. Puis que ça tire pas un groupe dans la mauvaise direction, mettons, parce qu'ils sont quand même nombreux. Là, on deal avec 44-45 joueurs pendant l'hiver. Là, c'est un programme avec beaucoup d'ego, si on veut. Mm-hmm. C'est qui ton meilleur coach que tu as eu, à part moi, bien sûr? À part moi. C'est qui le meilleur coach qui a fait un grand impact, là, à part moi, vraiment? Là, je sais que tu vas dire moi, mais. Ouais, qui aurait peut-être même influencé ton style de coaching à toi aussi. Ouais. Ben, je pourrais dresser une petite liste, je te dirais. Plus jeune, je dirais que mon père a été un impact quand même important pour moi. Mon père a un CV baseball assez intéressant aussi. Il a joué dans les mineurs avec l'organisation des Pirates pendant 5 ans. A coaché aussi avec l'équipe nationale junior. Fait qu'il a gravité dans le baseball pendant un moment. Il a même fait de l'analyse à RDS pendant 8 ans, je crois, pour les Jays. Fait que, tout mon baseball mineur, ça a été mon coach. Des fois, la relation papa-athlète, je pense qu'il était plus dur envers moi qu'il était envers il n'a pas le choix. Il ne peut pas montrer du favoritisme. Exact. Puis il connaissait l'étendue de mon potentiel, je pense. Puis souvent, lorsque je voulais abandonner, puis je n'étais pas assez bon, lui, il me donnait la confiance en moi pour pouvoir continuer tout ça. Je te dirais que dans les mineurs, j'ai eu Mike Butcher. Mike Butcher qui a coaché un petit peu dans les ligues majeures avec l'organisation des Angels. Puis je crois qu'avec une ou deux autres organisations, mais c'était le roving pitching coach dans mon temps. Là. Donc c'est lui qui était en charge, coordonnateur des lanceurs dans les mineurs. Puis lui croyait en moi. Puis il a cru en moi assez rapidement. Puis lorsque quelqu'un qui est quand même assez haut placé dans le rang des mineurs te donne un vote de confiance, moi, ça m'avait beaucoup aidé à avoir confiance puis à croire que j'étais à la bonne place. Parce qu'au début, tu arrives là, tu débarques là, puis tout d'un coup, tout le monde est bon. Tu regardes à gauche, à droite, tout le monde lance fort, tout le monde est excellent. Fait que de te sentir à ta place, surtout en tant que Canadien, ça prend un certain moment. En tout cas, moi, ça m'a fait un certain moment. Mais lorsque j'ai compris que lui avait confiance en moi, je te dirais que ça m'a aidé beaucoup. J'ai encore contact avec Mike Butcher encore. On se parle de temps en temps, puis c'est un chic type. Je te dirais, éventuellement, lorsque j'ai été libéré et que je me suis joint avec les Capitales de Québec, j'étais peut-être dans une passe où le baseball professionnel était plus tough, c'est une business. J'étais peut-être un petit peu amer envers le baseball. Michel Laplante à Québec m'a donné le plaisir de mettre les pieds sur un terrain de baseball, puis
lui aussi m'a permis de croire en moi énormément. Puis à partir du moment où j'ai eu le plaisir de jouer au baseball, que j'ai cru en moi davantage, j'ai eu du succès sur un terrain de baseball. Puis tu l'as dit, Éric, là, c'est très cliché, mais Éric a été une grande influence pour moi. Là, à partir du moment où on a joué ensemble, je te dirais en 2009, on a développé une belle relation. Puis lorsque j'ai eu des portes qui se sont ouvertes par la suite, Éric m'a accueilli à bras ouverts chez eux. Puis j'allais m'entraîner là quelques mois avant les camps d'entraînement. Puis il m'a aidé beaucoup. On a développé une belle relation. Puis il faisait ça de grand cœur. Non, mais c'est vrai, on a eu du fun pas mal. Mais j'ai appris. On ne peut qu'imaginer, évidemment. Ouais. Et là, finalement, bon, le grand souris, maintenant que tu as dit son nom à la fin avec la grande éloge qui va avec. Et, Non, mais merci, ton Carl. histoire est belle quand même, Carl, parce que tu sais. En fait, as-tu été repêché avant d'aller au collège ou en sortant de Northwest Oklahoma que tu as été repêché? Parce que 47e ronde, tu sais, au hockey, on dit ça, le but c'est d'être repêché. Ouais, mais il y a 6 ou 7 rondes, on s'entend, là. Mais au baseball, quand tu es repêché 47e, c'est-tu assez pour allumer l'étincelle? Tu fais, hey boy, OK, j'ai des croûtes à manger parce qu'on sait que, évidemment, on a tendance à favoriser ceux qui sont repêchés plus haut. C'est un grand cliché du sport, puis on comprend pourquoi, parce qu'on dépense plus d'argent sur le bonnet de signature et tout, mais il y a ce velours-là, t'es repêché, mais tu fais comme, all right, man. Ça pique l'orgueil, c'est clair, là. Ben, moi, à ce moment-là, j'étais avec l'ABC. J'ai été repêché à partir de l'ABC. Okay. Dans ces années-là, il y avait 50 rondes de repêchage. Aujourd'hui, il y en a seulement 20. Dans ces années-là aussi, il y avait ce qu'on appelle le draft and follow. Ouais. Donc, je dirais qu'à partir de la 25e ronde et jusqu'à la 50e, là, la majorité des joueurs qui étaient sélectionnés, je considère que c'était des joueurs comme moi, là, des joueurs que les équipes voulaient avoir les droits pendant tout près d'un an avant le prochain repêchage. Puis là, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils gardent un suivi. Ils te suivent pendant l'année ou presque le 365 jours là, avant de perdre tes droits avant le prochain repêchage. Puis si le joueur se développe, ben, il t'offre un contrat. S'il ne se développe pas ou ils ne sont pas intéressés, ben, tu redeviens agent libre et tu es éligible pour le prochain repêchage. Moi, à ce moment-là... Ils t'ont signé parce que tu es resté avec les Angels, mais tu as fait une année de collège pareil, c'est ça? Oui, exact. Fait que j'ai été repêché en 2002, l'année qu'ils ont gagné les séries mondiales. 47e ronde, comme tu l'as dit. À ce moment-là, ça m'a aidé à me dénicher une bourse d'études pour aller à Northeastern Oklahoma, NEO. Donc, moi, je suis allé dans ce junior college-là parce que si moi, je m'en allais dans un 4 ans, je perdais mon droit de pouvoir signer. Je perdais mon éligibilité au prochain repêchage aussi. Ah oui, OK. Ouais, fait qu'il fallait que je prenne la voie du junior college. Fait que j'ai pris l'option junior college. Et je suis passé d'un gars qui lançait 84 à 87, qui pesait 170, 175 livres. J'étais 6 pieds 3. Puis là, je suis allé au collège, j'ai pris un pouce encore, j'ai pris une trentaine de livres, puis je suis passé de 84 La bouffe américaine, on remercie la bouffe américaine pour fried chicken. All you can eat matin, midi, soir. Hey, c'est un 35 livres, mais c'était pas un 35 livres tout parfait. Là, je suis revenu un peu de dû, mais moi, mon but, c'était put on weight, puis lance plus fort. Puis, tu vois, je lançais 88 à 92 000 à l'heure avant le prochain repêchage. Donc, mon 47e ronde était comme évalué entre la 7e puis la 12e l'année suivante, mettons. Fait que, ils m'ont offert un contrat qui équivalait peut-être à un 9-10e ronde là, à ce moment. OK. Fait que j'ai sauté sur l'occasion parce que c'est difficile. Pendant un an, tu n'as pas le droit de parler à aucune autre organisation. Tu n'as aucune idée s'il y a d'autres équipes qui t'ont aimé pendant l'année. J'avais eu quand même une bonne saison au collège. J'avais lancé un match parfait. J'avais lancé un match parfait aussi dans le junior. Puis j'avais aussi éliminé Seminole, l'équipe à Eric, pendant le regional. Fait que j'avais lancé un match complet, 9 manches, devant des... Je sais qu'il y avait des pisteurs à ce moment-là parce qu'on les voit, là. Ils sont assis avec leur gars, tout ça. J'avais une bonne performance. Ils sont assez faciles à spotter, ouais. Mais tu n'as aucune idée s'il y en a d'autres qui sont prêts à prendre une chance sur toi. Fait que j'avais un contrat sur la table. C'était quand même, pour ces années-là, respectable. Fait que j'ai sauté sur l'occasion et j'ai signé avec les Une belle carrière. Écoute, tu n'aurais jamais rendu des majeurs, mais l'impact que tu as avec les jeunes,
que tu fais là? Tu as joué dans tous les niveaux. Tu as joué au Mexique, tu as joué dans. Tu es une légende de baseball indépendant, tu as joué des mineurs. C'est quoi le meilleur moment que tu as eu? Si tu gagné le championnat à Québec? J'ai regardé un départ que tu as eu 8 et 1 tiers en 2005. C'est quoi le meilleur moment de ta carrière de baseball, que ce soit en coach ou le WBC quand on a coaché en France? Ça, c'était le fun. On a eu vraiment du fun ensemble. C'est quoi le plus beau moment de ta carrière jusqu'à date? Boy. C'est toujours la question ingrate parce que, tu sais, une carrière, peu importe, c'est toujours plein de petits moments qui font l'ensemble de tout. Mais c'est sûr que, comme Éric dit, il doit bien en avoir un qui doit. Des moments importants. C'est sûr que j'ai gagné un championnat avec l'organisation des Angels. Et puis, j'avais eu la balle. C'était-tu le A dans le 2A? C'était où? C'était A short season, saison courte dans la Pioneer League. Oh, la Pioneer League, ça, c'était dans le nord-ouest, si je ne me trompe pas, non? Oui, ça? oui. Puis tu fais de la route pas mal dans la Pioneer League. En finale, on jouait contre Billings, Montana. C'était 16 heures d'autobus d'une ville à l'autre. Fait que, mettons qu'on... mon coach avait eu la gentillesse de me payer un billet d'avion avant mon start, à moi puis le catcher partant. Comme ça, on était arrivé. Puis il sortait ça de ses poches. C'était Tom Kochman, le père à Casey Kochman, qui a joué les majeurs pendant un bout. Fait que ça, c'est un premier championnat professionnel. Ça, j'ai eu la chance d'avoir la balle pour le match décisif. Sinon, je dirais les 5 championnats, en fait, j'ai gagné 6 avec les Capitales, mais 5 consécutifs, ça, c'était quand même spécial. Puis ça partit en 2009, l'année d'Éric. Ça, c'est des beaux souvenirs. Éric, Pete Laforêt, quand même plein d'autres Québécois, Michel Laplante qui nous coachait. Ça, c'était des beaux souvenirs. C'est beau de vous voir un après l'autre, vous flatter le dos tranquillement. C'est vraiment merveilleux. Le bromance me touche présentement. Je suis ému. Tu avais lancé un complete game. Là. C'était de toute beauté. Puis le lendemain, j'avais eu la balle. Puis on avait gagné le championnat. Fait que ça, c'est un beau souvenir. Sinon, lorsque je me suis présenté au camp au Mexique, j'étais juste là sous invitation. Et puis, contre toute attente, avec une équipe qui était quand même fortunée pour la Ligue du Mexique, là, qui remplissait leurs joueurs importés par des gars avec des CV des ligues majeures. Moi, j'avais fait l'équipe. Fait que ça, c'était quand même un moment de fierté. Quand tu tranches qu'au 3, on s'entend que tu n'arrives pas non plus... Ouais. Puis un autre moment de fierté, c'est d'avoir eu une opportunité avec les Phillies à l'âge de 30 ans aussi. Là, après une saison quand même, une de mes meilleures saisons à 29 ans, jusqu'à 30 ans avec les Capitales, Alex Agostino m'a appelé assez rapidement après la saison. Là, je pense qu'on était début octobre. Puis je recevais un téléphone, là, puis on m'offrait un contrat niveau 3 avec les Phillies. De pouvoir avoir une deuxième opportunité 7 ans après avoir été libéré là, par les Angels, ça c'était un sentiment de fierté aussi. Malheureusement, j'étais arrivé au camp d'entraînement blessé, je m'étais déchiré l'ischio la veille de partir. Mais non. On s'est entraîné tellement fort en plus. On était ensemble en Arizona, tout allait bien, tout était parfait. Ses jambes, il y a tellement des grosses jambes là, en plus. Qu'est-ce qui est arrivé? On travaillait sur l'extension, on travaillait sur finir puis passer par-dessus ta jambe avant. Et je pense que c'est l'avant-dernier lancé de ma séance de 30 ou 35 pitches. Puis là, je la laisse aller sur le coin, côté du bras, du gant. Fait que tu dois être encore plus sur la balle un petit peu plus longtemps. Puis j'ai senti là, un pop directement. C'est jamais un bon son, ça. C'est jamais. C'est pas. Puis là, j'ai lâché un genre de sac là, que je dirais pas. Puis Eric, t'as le droit, c'est un podcast, tu peux dire fuck si tu veux aussi. C'est ça. Fuck. Fait que là, Eric dit qu'est-ce qui se passe? Je dis mon ischio, man, il vient de lâcher. Là. Je suis no fucking way. Fait que toi, si t'avais écrit une biographie, si t'avais écrit ta biographie, ça serait comment Éric Gagné a gâché ma deuxième chance. C'est ça? Ouais, c'est ça. Exact. Je m'excuse. Tu te pointes au camp des Phillies qui, eux, te connaissent pas, puis t'es « sorry, mais mon ischio est déchiré ». Fait que j'étais comme 2-3 semaines en retard sur le restant du groupe. Fait que ça n'a pas été très bon pour moi pour essayer de me tailler une place ou de convaincre l'organisation.
Ils m'ont offert une job de coach, par exemple. Ils m'ont offert de oui? rester en tant qu'entraîneur dans les mineurs. Puis à ce moment-là, j'ai dit merci, mais non merci. J'ai le goût encore de lancer la balle. Fait que j'ai décidé de retourner avec les Capitals à ce moment-là. Là, en parlant de lancer la balle, tu lances encore la balle. Puis, je ne sais pas si Martin, c'est ta prochaine question, mais tu t'es fait inviter avec Baseball Canada pour représenter l'équipe canadienne, hein? Yes! Wow! Après Ouais, tout pourquoi ça, maintenant? Parce que là, on Ça a jugé fait que tu avais longtemps, maintenant la ça fait maturité pour. C'est ça. écoute, mieux vaut tard que jamais, comme on dit. Je suis extrêmement flatté, je suis content. Je me considère chanceux. Puis en même temps, je suis vraiment satisfait d'avoir gardé mon bras en forme cet hiver parce que avec un mois de préavis à mon âge, je pense pas que j'aurais accepté l'occasion, malheureusement. Mais tout l'hiver, je me suis lancé. J'ai donné des cours privés à un jeune joueur qui est sur l'équipe nationale junior. Donc, 3 fois par semaine, je me lançais avec lui. J'étais son partenaire. Et puis, ça m'a permis de garder mon bras en forme. Le reste de mon corps n'est pas top shape comme il l'était. T'es dans un le temps, lanceur, mais c'est juste le bras qui fonctionne, honnêtement. On parlait d'Alec c'est Manoa ça. tantôt des Jays. Un bel hommage aux Patriots des années 70 avec une bedaine de bière. C'est extraordinaire. Tant que le bras est en forme, c'est ça qui compte. Exact. Puis là, ça me donne quand même un mois pour réveiller mon corps qui n'était pas nécessairement totalement endormi. On s'entend que je n'étais pas sur une diète puis un régime d'entraînement très, très sévère. Là. Mais écoute, en Arizona, j'ai lancé 3 manches contre l'Académie, puis je touchais encore 90 000 à l'heure. Donc, avec un mois de plus d'entraînement, je pense que je vais être capable de lancer la balle un petit peu plus fort, puis avec l'adrénaline, puis l'émotion, là, je pense que ça va bien se passer. Moi, je vais venir sur l'expérience des Capitals un peu aussi, parce que moi, je regardais tes statistiques. Je veux dire, tu sais, lorsqu'on parle d'un lanceur qui commande bien tous ses lancers, t'en as un exemple parfait. C'était fou. Le nombre de, tu sais, ton strikeout per walk ratio, excuse-moi de le dire en anglais de même, là, mais je veux dire, c'était quasiment du 10-1. Là, je pense qu'une année, tu avais comme 123 strikeouts, mais pas 16 buts sur balle. C'est hallucinant. Puis je me dis en même temps, c'est comme. C'est ça qui mais c'est pas que c'est dangereux, mais quand tu maîtrises la plate aussi bien que ça, il me semble que moi, je suis un frappeur. Je sais que ce que tu vas me lancer risque d'être autour de la plate. J'ai intérêt à soigner, là. Mm-hmm. C'est un couteau à double tranchant, je te dirais. Des équipes très agressives au bâton, une journée où tu l'as un petit peu moins bien, mais tu es quand même à l'entour de la zone, tu vas te faire frapper, puis tu vas payer le prix. Ma mentalité, c'est que si tu vas avoir le premier but, c'est parce que tu vas le mériter. Puis je faisais confiance à ma défensive en arrière. Puis avec les Angels, on m'a martelé, en tant que partant, essaie de retirer le frappeur en 3 lancers au moins. 3 lancers au moins. 3 lancers au moins. Comme ça, tu es efficace, tu peux aller plus loin dans les matchs. Des retraits au bâton, c'est sexy, mais souvent, ça va grimper ton nombre de lancers assez rapidement. Il y a des moments, j'ai compris, il y a des moments où tu as vraiment, vraiment besoin d'un retrait au bâton, puis c'est ce que tu essaies d'aller chercher. Mais j'avais pas l'étoffe de quelqu'un qui lançait mi-90, qui pouvait blow it by somebody. Tu sais, je pouvais pas nécessairement... Il y a des bonnes années où que oui, je pouvais le faire, mais j'étais plus un pitch de contact, puis lancer pour du faible contact, manquer le baril, puis aller chercher des retraits rapides. Le Greg puis, Maddux des Capitals, man. Un peu, tu sais, mais il a fallu que j'apprenne aussi à lancer des balles en dehors de la zone par exprès aussi, et pas juste remplir la zone, parce qu'il a fallu que j'apprenne avec l'âge puis la maturité à préparer le prochain lancer, à préparer le prochain at-bat aussi, parce que tu vas voir les mêmes frappeurs 3-4 fois dans la même soirée, tu sais, fait que c'est un jeu d'échecs, puis lorsque tu es capable d'exécuter tes lancers, puis surtout, lorsque tu es capable, même si tu es en arrière dans le compte, de lancer autre chose qu'une balle rapide, mais là, le secret de la caramel qui est pas mal là, tu sais, de pouvoir varier tes tirs puis avoir un peu un effet de boîte à surprise, là, c'est la recette que moi j'ai utilisée toute ma carrière. Entre vous deux, c'est une question qui vient me popper dans la tête demain, mais j'imagine, entre toi, Gags et Carl, le nombre de fois que tu as lancé, il faut que tu aies confiance en toi et en tes moyens pour lancer genre un changement de vitesse quand tu as 3 balles, quand il y a 3 balles dans le compte. Il faut vraiment, ce genre de lancer-là, c'est parce que vraiment tu maîtrises ton art. Là. Ben, Eric, c'était son pain et son beurre, son changement de vitesse. Je veux dire, même avec 3 balles, Gag, c'était game de le lancer?
Ben oui, écoute, comme Carl disait, c'est ça que aux jeunes, là, qu'on parlait d'avoir confiance, on parlait d'être capable de se mentir à soi-même. Je pense que c'est ça un petit peu que tu essaies de dire aux jeunes. Puis c'est sûr que ça ne prend pas du jour au lendemain, ça prend un petit peu de temps à avoir confiance à ça, mais écoute, faut que tu y crois toi-même. Puis à tous les camps, on a, à Star, les lanceurs, ils ont 7-8 lancers, ce que je n'ai aucune idée comment ils sont capables de faire ça. On voit aussi, il y a beaucoup plus de walk, des choses comme ça, parce que c'est plus swing and miss, mais quand tu lances un change-up 3 balles 2 prises, ça veut dire que tu l'as fait souvent. Tu as confiance en ça. Je pense que Carl, c'est la même chose. Carl, c'est avec toutes ses lancers. Je pense que Star est capable de faire bouger la balle pas mal dans tous les sens, de haut en bas, front to back, puis de côté à côté. Puis je pense que c'est ça. Si on regarde un gars comme Maddox, on parlait justement de Maddox, puis Carl, c'est vraiment similaire. Il pense vraiment à lancer une prise, à faire swinger early in the count, les trois premiers pitches, comme tu disais. Mais écoute, c'est ça l'art de lancer qu'on parlait. C'est le fun à lancer 97-98 000 à l'heure parce que tu as beaucoup plus de marge de manœuvre un petit peu. Puis des erreurs, ils sont peut-être un petit peu moins coûteuses. Mais en tant que lanceur, quand tu es capable de faire toutes les. De travailler des quatre coins, de travailler devant, l'arrière, de côté, que ce que Carl faisait, c'est juste de la confiance. Puis c'est dur à lancer 3 balles de prise, un changement de vitesse, mais si tu le sais, tu as confiance, tu l'as fait souvent. Je pense que c'est comme quand on se promène en bicycle, tu embarques sur le bicycle, tu sais comment pédaler, tu penses à un changement de vitesse, 3 balles de prise, tu sais exactement où la lancer. Puis je pense que c'est ça, Carl, sa grosse qualité qu'il avait. Il était capable de lancer beaucoup de prises dans n'importe quelle situation, puis dans n'importe quelle location qu'il voulait. C'est ça, c'est l'art de lancer. Puis c'est ça que Carl a appris. Puis c'est ça qu'on essaie un peu de, moi puis Lucas, on essaie de montrer aux jeunes comment qu'on lance. C'est quoi? De porter attention aux jeunes. C'est ça un petit peu les jeunes qui font. Puis c'est le fun de voir Carl que, tu sais, ce que j'ai montré à Carl, que j'ai parlé à Carl, le voir coacher, puis le voir, c'est valorisant. C'est le fun de voir que, tu sais, tu pars de moi que j'ai pris j'ai lancé 10 ans des majeurs. J'essaie de montrer ça à Carl. Carl montre ça aux jeunes. Puis c'est le fun de voir qu'il montre ça avec les jeunes de l'ABC. Il a fait la même chose avec nos prochains, comme on dit. Exactement. Mais moi, une affaire et là, on va changer de sujet radicalement. Parce que j'aurais aimé ça toucher un peu. Non, c'est quoi? Non, je vais même me retenir parce qu'il y a une question une affaire dont j'ai hâte de vous parler parce que je suis hyper curieux. Mais moi, je mea culpa. J'ai quand même eu la chance d'aller au Capitole quelques fois. Et j'ai pogné le buzz sur le tard. Ça faisait comme déjà 3, 4, 5 ans qu'on me parlait d'un buzz à Québec. Je fais de quoi tu parles de buzz à Québec et d'un stade plein. Et encore aujourd'hui, c'est quand même merveilleux. La connexion entre cette équipe-là, puis même avec le changement de ligue. Puis on sait que les ligues indépendantes, il y a comme 3 équipes à chaque année qui disparaissent, 4 qui arrivent. C'est pas les ligues les plus stables, on le sait. Et malgré tout, on dirait qu'à Québec, peu importe qui s'en vient nous voir, l'ambiance à un match de Capitale, les gens là, qui nous écoutent, là, tu planifies des vacances d'été, l'expression « ça vaut le détour », là, écoute, c'est d'une ambiance, d'une chaleur, avec les enfants qui courent partout. Je répète, c'est extraordinaire ce que cette organisation-là a fait pour connecter avec la population. C'est fou. Écoute, t'as peut-être 4500 personnes, 4700 personnes, mais... Il n'y avait même pas ça aux expos des dernières années, tu sais. Avec le bruit, l'ambiance, la manière que le stade est conçu, c'est comme par-dessus toi. T'as l'impression qu'il y a un 8-10 000, là, des soirées où l'école est terminée, que c'est le week-end ou qu'il fait beau, une soirée feu d'artifice, peu importe. Les soirées où Éric lançait, c'était fou. Là. Il en rentrait même plus que 5000. Il y avait du monde debout ses côtés aussi. Mais cette ambiance-là, au niveau du baseball indépendant, j'ai pas retrouvé ça ailleurs, bien honnêtement. Même, on a joué à Winnipeg devant pas loin de 10 000 personnes, puis tu avais l'impression d'écouter du golf. J'ai habité à Winnipeg, je peux t'expliquer ces gens-là. J'ai habité là 5 ans. Fait que, les capitales, c'est spécial, c'est unique. Je dirais que c'est un petit peu les Yankees du baseball indépendant, peut-être. Là. Il y a peut-être dans le temps, les Saints de Saint-Paul, là, qui sont maintenant une équipe des ligues mineures, mais eux autres aussi faisaient les choses quand même très bien. C'est le 3 des Twins maintenant, je pense, si je me trompe pas. Ça va tout gâcher. Oui. C'est une valeur. Toute valeur. Ça va gâcher parce que, comme tu dis, le baseball indépendant, c'est vraiment important parce que c'est niaiseux à dire, mais l'amour for the love of the game, là, c'est vraiment ça. Les joueurs qui sont là, ils n'osent pas pour le salaire. Là. On fait rien. Ils faisaient rien. Les joueurs font 3, 4, 5, 600 pièces par mois s'ils sont chanceux. Mais voir un gars comme Carl qui a joué combien de jours? Tu as joué 9 ans, 15 ans, 8, 9 ans, tu as joué avec les Capitales? 14, Éric. Non, oui. Ben oui. Wow. 14. Yeah. Excuse-moi. Wow! Tu sais, l'expression faire partie des meubles, ça prend tout son sens. C'est 13. J'ai écrit Legend, là, je comprends. Oui, c'est ça, c'est 13, mais l'année qu'il y a eu
post-COVID, là, il y avait eu comme l'équipe Québec, là, il y avait jumelé Trois-Rivières, Québec ensemble. Et contre toute attente, Pat Scalabrini m'avait appelé. Hey, ton bras, il est-tu pas pire en forme? Parce que j'aurais besoin d'un départ dans la première série lorsqu'ils sont revenus au Québec. Et puis, fait que j'avais lancé le premier match. Écoute, je n'étais pas bâti pour aller profondément dans le match. Je n'avais pas lancé de l'été ou presque, mais je lançais les pratiques au bâton. Puis, je gardais mon bras en forme. Puis, 5 jours plus tard, j'étais sur le terrain de golf la veille, puis il m'appelle, puis il dit « Ouais, j'aurais peut-être besoin de toi encore demain. » Je dis « J'aurais aimé ça le savoir avant. » Mais j'avais été lancé à Trois-Rivières aussi 5 jours après. Fait que j'avais fait 2 départs. Fait que ça compte pas nécessairement comme une année complète. Fait que c'est plus 13 années. Mais si je reviens là-dessus, mais vite, parce que là, je sais plus si Ottawa est encore dans la nouvelle ligue. Bon, Trois-Rivières, oui, évidemment. Ouais. Mais, puis j'avoue, je veux pas, mais occupe pas aux gens de Trois-Rivières qui nous écoutent. J'ai pas été voir les Aigles. Encore une fois, je m'excuse infiniment. Mais on s'entend-tu que Ottawa, puis cette espèce de d'effervescence pour l'équipe locale, elle s'est pas encore rendue là. Mais est-ce qu'on voit une amélioration quand même aussi? On voit-tu où Québec is the king, puis le reste est. Ils ont des croûtes à manger, l'animation, le temps mort entre les manches. Parce que le stade est beau à Trois-Rivières. Le stade est vraiment génial. C'est un sacré beau stade. Le stade est beau. La surface, peut-être un petit peu moins belle. Écoute, à Québec, on est rendu en synthétique, fait que c'est difficile à battre. Si tu prends la surface à Ottawa, ils ont conservé une superbe surface, bien honnêtement. C'est un ancien club 3A. Oui. J'allais souvent avec tant qu'à moi, il y a trop d'estrades pour le nombre de personnes. Fait qu'ils peuvent avoir une foule correcte là, de 3000, 3500 personnes, mais c'est éparpillé, il n'y a pas d'ambiance, il n'y a pas de bruit parce que c'est pas condensé un petit peu comme à Québec. Trois-Rivières, par moment, je te dirais, là, surtout lorsqu'on jouait un contre l'autre, je peux aller souvent à Trois-Rivières lorsque c'était pas avec les capitales, donc je ne sais pas trop, mais il y avait quand même du monde, il y avait de l'ambiance. C'est plus la surface de jeu qui est pas nécessairement à la hauteur, je te dirais, mais ça reste que le petit côté magique de Québec, il est difficile à reproduire. Ben, en fait, je pense que c'est un modèle pour tout ce qui est baseball indépendant, que ce soit ici au Canada, aux États-Unis ou... Écoute, déjà ici à Montréal, on parle de... Attends, ça se peut il y a Trois-Rivières, mais... À Trois-Rivières, tu as un chandail de Cincinnati. C'était-tu Cincinnati dans le 3 avant qu'il y avait Ken Griffey, son père, qui était là, je pense? Ça se peut-tu? Ben, je pense que oui. Mais sérieusement... Non, mais c'est ça qui est triste, parce qu'on oublie beaucoup d'histoires. L'histoire du baseball. En fait, l'histoire d'amour du baseball... au Québec est hallucinante, puis on en parle. Tu sais, même que justement, dans le temps de l'époque de Jackie Robinson, les Royaux de Montréal attiraient quasiment plus de gens, tu sais, que des gens qui étaient. Mais je sais pas si c'est le pré-forum, on peut quasiment dire, tu sais, mais il y avait quasiment une rivalité entre le baseball, tu sais, de l'époque de Jackie puis le Canadien qui n'avait pas des bonnes années. C'est pas arrivé très longtemps, mais c'est pas arrivé hyper souvent. Mais je pense qu'à l'époque, tu avais même 4 clubs-écoles. Dans le temps que les expos, la gang Carter, Dawson, Wallach et compagnie, quand ils sont arrivés avec les expos, la nouvelle génération, tu avais Victo. Trois-Rivières, d'ailleurs, je pense qu'il y avait 4 équipes qui étaient dans la Ligue internationale dans le 3A, en fait, la dernière étape avant d'arriver au majeur, ici au Québec. Fait, moi, tu sais, quand on me dit, ouais, le baseball au Québec, ta gueule, Chris, le monde aime ça. Il y a beaucoup plus d'amour pour le baseball qu'on peut penser. C'était mon éditorial, je suis désolé, puis je dis calice, puis je l'assume. Mais vive le podcast. Hey, je veux quand même, avant qu'on se quitte, moi, il faut que vous me parliez de ça, parce que moi, quand Eric m'a dit ça, je fais pardon, quoi? En fait, ce que j'aurais dû dire, c'est, vous dites, mais ce que vous dites, monsieur, vous avez coaché en France. Ça, c'est fou. Je savais que le baseball, il y avait du baseball en France. Je savais pas à quel niveau c'était populaire ou c'était plus comme curieux, comme une espèce d'animal que tu faisais dans un parc national. Tu avances sans faire trop de bruit pour voir quels sont ces baseballeurs dont on me parle souvent. Comment c'était? Parlez-moi de ça, les boys. Vas-y, Carl. OK. Ben, écoute, c'était une belle expérience. C'était enrichissant. Ça nous a permis de voyager aussi. OK, boire du vin, commencer par la vérité. Ça vous a permis de boire du vin en masse, là, au moins. Un peu. Écoute, puis ça nous a permis de voyager à Prague. Ça nous a permis de voyager à Brno, en Allemagne, au Panama, lorsqu'on est allé aux qualifications pour la Classique mondiale. Tu l'as mentionné un petit peu, là, c'est pas le sport préféré des Français, le baseball, c'est plus des marginaux qui s'y intéressent. Les meilleurs athlètes, je pense, qui se dirigent plus vers
des sports comme le soccer, peut-être, le judo, le handball. Le rugby aussi qui est hyper populaire là-bas. Fait que... Ouais. Mais on avait quand même quelques Français avec du talent, quelques Français qui avaient un peu d'expérience au niveau professionnel. Et puis, avec les règlements, je pense que ça peut remonter à 2 générations, si je ne me trompe pas. Le recrutement était fait là où il y avait des joueurs qui venaient d'un peu partout, mais avec des antécédents de la France là, qui remontaient à 2 ou 3 générations. Donc, je me souviendrai toujours du première fois que j'étais... on était en Floride, on faisait un genre de camp, puis Éric, il adresse le speech en français, mais un français de mascouche, tu sais. Puis là, t'as les Français de France qui sont de même. Mais qu'est-ce qu'il dit? Puis là, t'as la gang qui parle pas un mot de français, qui ont juste des antécédents, qui, eux autres, comprennent fuck all. Fait que là, il y a pas grand monde qui ont compris de quoi, sauf, mettons, moi puis les autres Québécois qui étaient dans le groupe. Mais ça, c'était tordant. Mais il a fallu ajuster un petit peu notre vocabulaire. On va aller se dérouler le bras, on va lancer des droites. On va se dérouler le bras? Ouais, on se déroule le bras. On se déroule le bras, j'adore. OK. Quoi d'autre? Attends une minute. Écoute, en posant la question, j'aurais dû préparer justement ces expressions. Hit and run, frapper court. On dit déjà au Québec, on dit déjà quoi qu'au Québec, c'est la même affaire. Fait que, il y a beaucoup d'anglicisme quand même. Ouais. C'est clair. Ouais. Maintenant, en France, oublie ça, c'est vraiment... Et là, juste une petite parenthèse, c'est drôle parce que récemment, j'ai passé quand même pas mal de temps en France, puis tous les pancartes de commerce sont en anglais. Et dès que tu traverses sur le bord en Angleterre, toutes les pancartes sont en français. Honnêtement, je sais pas. Pour du monde qui saillisse, ils se cruisent d'une drôle de façon. Mais c'est beau de voir quelque part. Parce que ça, c'est une autre affaire aussi. Mais Gags, on voulait en parler de temps en temps aussi. T'sais, on le voit que hockey, c'est devenu un sport hyper international. Je veux dire, quand la Turquie a une équipe nationale, on est d'accord que tu as fait ta job. Le basket, énormément. Le football américain, on le voit un peu à gauche pas à droite. C'est toujours des matchs de la saison régulière. Il y en a en Angleterre, ils ont essayé en Allemagne. Un beau succès, c'est 1 ou 2 fois par année. Le baseball international, est-ce qu'on voit vraiment en croissance ou est-ce qu'on en entend parler? Ou vraiment, il y a une job à faire là-dessus? Là? Qu'est-ce qui est arrivé un petit peu? Moi, j'ai manqué en 96, qui est la dernière année des Olympiques. C'est là qu'ils ont arrêté jamais d'aller aux Olympiques. Je pense que ça a fait vraiment mal au baseball. On parle vraiment un peu européen, un peu plus que d'autres choses. En Amérique latine, là, écoute, le baseball, c'est énorme, c'est gros, ça n'arrête pas. Oui. Mais moi, quand nous autres, on a coaché la France, il y avait 12 000, non, même pas, il y avait 10 000 personnes qui jouaient au baseball, femmes et hommes, complètement dans toute la France au complet. Fait qu'il n'y avait pas vraiment énormément de choix. Dans les joueurs, on avait un joueur qui avait 15 ans, Ernesto, qui venait de Cuba avec son père dans l'équipe. On avait une fille, je pense qu'elle avait 16 ans. Mélissa Mailleux, qui en passant, c'est la première fille qui est capable de rentrer dans le draft américain de baseball. C'est la première fille qui a le droit de faire... Elle ne s'est pas fait repêcher, mais de se faire repêcher. Mais si tu veux pas, baseball, c'est plus au Japon, c'est plus en Amérique latine, au Canada un petit peu, mais c'est difficile. Avec la WBC, je pense qu'on l'a vu justement cette année avec Ohtani, avec Trout, tous les joueurs américains qui ont vraiment fait l'équipe. C'est vraiment quelque chose qui essaie de pousser. Moi, je le ferai à tous les 2 ans. Je pense que c'est vraiment tellement un beau tournoi, puis c'est vraiment beaucoup d'arguments pour les fans. Mais c'est sûr que c'est difficile. C'est un sport qui est difficile à amener. Il n'y a pas beaucoup d'action au baseball. C'est vraiment, tu regardes un match d'échecs, c'est complètement un petit peu difficile à montrer aux jeunes comment jouer aux échecs. C'est que tu fasses un pitch de vente pour vendre le baseball international en comparaison à un match d'échecs. Ça, c'est sûr que ça va faire des petits... Non, mais là, ça m'amenait au Savannah Banana, qui est l'idée indépendante. Non, mais ça va changer, c'est ça. Le baseball veut pas. Tu regardes le sport, c'est lent un petit peu, tu regardes. Mais c'est vraiment relaxant. Tu sais, on parlait justement de la Ligue indépendante. Là, on parle généralement, on parle des Savannah Bananas qui va faire grossir. Ils vont sûrement se promener partout dans le monde. Puis le baseball, ils ont besoin de faire des choses comme ça. Puis pour être international, ils ont besoin d'une nouvelle façon de vendre leur sport. Puis je pense que c'est ça qu'ils font un petit peu avec les Bananas, avec la Ligue indépendante qui peut être vraiment régionale. Mais par rapport à grandir et grossir internationalement, c'est pas facile. C'est difficile au hockey, c'est plus facile. Parce non, mais c'est clair. Je sais parce que je suis avec ton frère sur Facebook qui était... C'est-tu en Suède ou en Norvège? Il a fait 3 ans et demi en Suède. L'année dernière, il était en Suisse. Okay. Et puis, il a fait aussi 1 année dans la KHL, mais il était basé à Bratislava, en Slovaquie. Mes condoléances. J'ai eu la chance d'aller passer. Non, mais honnêtement,
C'était une En belle Bratislava, ville, j'ai excuse-moi. passé OK, oui, ça, c'est quand même Ouais, pas pire. ouais. Exact, oui. Ouais, c'était une équipe pas très fortunée dans la Ligue de la Russie, dû courir après son cash un peu. Mauvaise expérience à ce niveau-là, malheureusement, mais la ville en soi, c'était fantastique, sécuritaire. J'ai passé 4 mois là-bas, puis 2 mois avec lui aussi lorsqu'il a fait le switch en Suède dans la même année. Oui, mais de toute façon, C'est quand tu deux joues dans ligues le complètement KHL, différentes. là, quand tu joues dans le KHL, là, ton avion atterrit et t'es juste heureux. Tu comprends-tu? C'est ça qui est Ouais, le fun de la ouais. KHL, c'est que tout ce qui te rend heureux, toutes les choses que tu prends pour acquises, ça te le répète. Hey, on va se quitter là-dessus, mon cher Carl, mais cet été, qu'est-ce qui se passe? Ben écoute, cet été, comme je mentionnais en début d'émission, Ouais. ben, je U16, m'occupe de U17. l'équipe 17 ans et moins. Je vais aider aussi lorsque mon horaire me le permet avec l'équipe plus jeune, là, les 16 ans. Souvent, on a des événements les deux en même temps, donc ça facilite la tâche. Et je suis aussi à TVA Sport comme analyste là, depuis l'année passée. D'ailleurs, j'ai des matchs vendredi et samedi qui viennent. Ça fait un petit moment que je suis allé parce que j'ai dû quitter justement 2 semaines en Arizona, 2 semaines avec un autre voyage avec l'ABC. Donc, j'ai été moins disponible dernièrement, mais ça recommence là, ce week-end. Donc, dès que le hockey est terminé à TV, là, on va avoir beaucoup, beaucoup de baseball à diffuser. Donc, je vais être, je pense, souvent en ondes aussi là, pendant l'été. Hey, merci infiniment, Carl. Puis l'année prochaine. Hey, dernière question. T'es-tu un Jacques Doucet ou un Roger Brulette? Jacques Doucet, Ben, Roger moi, Brulette. Jacques Doucet, C'est Brulette. une bonne question, ça, j'adore. Je te dirais, je fais un mélange des deux. Moi, je fais la même job que Roger, par exemple. Jacques, lui, est plus commentateur. Moi, je suis à l'analyse, donc je fais la même job que Roger. Donc, on travaillera jamais ensemble, moi et lui. Mais je suis moins peut-être pimpant que Roger puisse l'être, là, surtout lorsqu'il y a un circuit. C'est une question de temps. Non, non, mais il va falloir que tu développes ton corps, tu n'auras pas le choix. Puis, fais-moi C'est une ça, faut que promesse. je travaille là-dessus. Oui. Puis l'année prochaine, écoute, j'espère encore faire le camp d'entraînement avec vous autres, du haut de mes 54 ans. L'ABC en Arizona, part 2. Et honnêtement, si tu touches encore 90, je veux aller frapper. Je veux voir de quoi ça a l'air. J'étais supposé de frapper contre Gags. Il a choqué. Mais, vas-y. Je te promets que je te donnerai pas un but sur balle, Max. Ça, Je te honnêtement, donnerai pas quand un je but sur regarde tes balle. stats, je suis convaincu. Hey, Carl, merci infiniment. Content de te parler, content de te voir, content de te voir sourire. Merci, Passe un bel les été. De gars. toute façon, on va se croiser bientôt. Absolument. Merci, les gars. Puis bonne fin de show. Hey, merci. Thanks, bonhomme. All Thank you. right. Et sur Yes, ces sir. au revoir avec Ciao. notre cher ami Carl Gélinas, on passe au segment de la relève. Évidemment, ce segment est segment commandité par l'Académie Baseball Canada, par Baseball Canada, ici au Québec, par l'Académie Baseball Canada Québec. On peut dire de plusieurs façons. Notre gang de chez nous qui nous encourage pour ce segment. On vous en remercie. C'est quand même pas peu mal. On est en show 2 déjà, puis ils sont là depuis la première semaine. Donc, merci infiniment d'encourager le podcast, parce que, oui, honnêtement. Ça le dit, la relève. Là, tout le monde panique parce que les gens ne voient pas. Pendant que moi, évidemment, je suis en train de vous parler, Eric, évidemment, regarde ses statistiques, mais je sais qu'il joue à Candy Crush. Ça dit encore, quelle référence de bonhomme que je viens de faire. Candy Crush, c'est genre, c'était comme populaire il y a 22 ans. Tu sais. En tout cas, anyway, C'est après Donkey Kong. C'est après Donkey Kong, ça? Junior. Non, c'est comme les premiers jeux sur iPhone. Mais parce qu'évidemment, moi, je reçois des messages. Et d'ailleurs, merci pour ceux qui nous écoutent. J'ai oublié de le mentionner tantôt parce que j'étais évidemment en pleine conversation avec les deux boys. J'étais concentré. Mais, man, on reçoit plein de salutations. C'est vraiment encourageant. Man, c'est ça qui est le fun du podcast. C'est bouche-oreille. Et là, ce que je voulais dire aussi, c'est tout le monde panique parce que là, on a un show live à 22h. Donc, Simon, LP, derrière dans la régie. Calmez-vous, je sais, j'ai mon petit affaire là. Donc, écoute, on va parler de la relève. Évidemment, en fin de semaine, ça a été le premier week-end. C'est l'ouverture de la saison de la Ligue de junior baseball élite du Québec. On sait c'est quoi aussi. En général, c'est tout le temps des matchs doubles. On profite évidemment du début de saison pour aller avoir le plus de matchs possible parce qu'on sait qu'on va rentrer plus tard. Je ne veux pas avoir l'air d'un grand connaisseur, même si c'est une ligue que je suis quand même d'assez proche. Je suis allé aux sources. Donc, ça va être une ligue hyper intéressante à suivre, surtout du côté de l'Est. Mes experts me disent que du côté entre Québec, Charlebourg, Jonquière et Trois-Rivières, ça va être une chaude lutte. Puis, en fait, c'est drôle parce que j'ai dit Jonquière parce que quelqu'un m'a dit Jonquière, dis pas Saguenay.
Fait que j'ai dit Jonquière. Puis on parlait justement des capitales de Québec. Ça a l'air qu'à Jonquière aussi, et bravo les gens de Jonquière et de la région, du Saguenay et du Lac, parce que ça a l'air que même pendant les séries, des fois à Jonquière, tu peux retrouver du 2-3 000 personnes. Du côté de la division, on va l'appeler Centrale. C'est une belle division. Moi, honnêtement, je me suis promis cet été qu'il y a des games que j'irai voir. Il y a 2 stades extraordinaires en Estrie, à Quaticook et à Granby. Prenez-en note Saint-Eustache et Laval. Je m'excuse, je ne veux pas avoir l'air d'une bitch, mais regarde, j'ai pas le choix de le faire. À un moment donné, ça peut savoir d'un stade de baseball, pas un stade de badminton, d'une compagnie, ici, de je sais pas de quoi, de recyclage, de whatever. En tout cas. Non, sérieusement, à un moment donné, on peut se donner un look de jouer au baseball à quelque part, puis j'ai pas peur de le dire. Même si ça a l'air que maintenant, on vient m'annoncer que mon choix à Saint-Eustache est cancellé. Mais, et du côté de, on va dire, l'Ouest, je parlais avec mon chum François Vendetti qui dit, malgré le fait que les Royaux ont gagné l'année passée, à Repens sont entre guillemets en reconstruction, mot qu'ils refusent de prononcer. Donc, honnêtement, et la raison que je parle du baseball majeur, j'en ai parlé un peu la semaine passée. L'été s'en vient, la chaleur arrive, là, en tout cas, on y croit. Là, sérieusement, que tu sois fan ou pas, amène tes kids. Moi, je pense qu'en tant que parent, de faire découvrir le sport de plusieurs facettes différentes est toujours intéressant. Puis l'été, de le faire dans un stade avec des enfants qui courent partout, une crème glacée, un hot dog, pas dans cet ordre-là, je l'aurais inversé par contre. Il y a du beau baseball qui joue au Québec. La Ligue de hockey. Mon Dieu. Bravo, le gars, il plug le baseball déjà. Un lapsus. Ça va super bien, mon affaire. La Ligue d'échecs, Oui, exactement. Pour ceux, honnêtement, pour les camps d'inscription, les inscriptions sont ouvertes pour le camp de curling d'été. Il y a du beau baseball au Québec. Profitez-en, puis profitez de la belle température. Justement, puis j'ai hâte de voir, parce que cette année, évidemment, à ce temps-ci, ça devient intéressant, parce qu'évidemment, on se croise les doigts cette année de voir quand même quelques Québécois qui vont entendre leur nom, un peu comme Carl. 47e ronde à l'époque. Là, il a dit que ça allait jusqu'à 20. Je pense qu'ils vont peut-être ramené jusqu'à 30 cette année. Je ne suis pas sûr. Il faudrait que je demande encore une fois. Écrivez-nous pour confirmer. Mais je voulais te demander, toi, Éric, tes souvenirs. La Ligue de baseball junior élite, parce que ça a été. Je me souviens, même moi, quand j'étais dessus, il y en avait 2. Il y en avait une à Montréal, puis il y en avait une, en fait, la région montréalaise, puis il y en avait une dans la région de Québec, puis les gagnants de chaque ligue se rencontraient, ils ont fini par fusionner. Toi, à l'époque, t'avais-tu l'époque des 2 ligues, toi? Moi, je pense que j'avais 2 ligues. Je ne me rappelle plus exactement, mais j'ai joué à Charlebourg, j'ai joué à Trois-Rivières. Fait qu'on avait, je pense qu'on avait la même ligue. Ouais, c'est ça. Dans ce cas-là, vous étiez fusionnés. Ouais. Il y avait Sainte-Foy encore à l'époque. Sainte-Foy, oui, c'est vrai. Moi, ça fait longtemps. Mais moi, écoute, j'ai tellement des beaux souvenirs. C'est le futur baseball. C'est le futur, les jeunes. Les jeunes qu'on parle, on parle de Russell Martin, on parle de justement Édouard Julien qui vient de se faire monter avec les Twins. On parle de Cal qui a joué là. Je pense que c'est le futur. Il faut vraiment supporter ça, c'est important. Tu vas voir du vrai baseball de jeunes, de montrer aux jeunes c'est quoi exactement. Moi, j'ai eu tellement des beaux souvenirs. J'ai joué à Repentigny avec le Royal. Puis c'est là, cette année-là, que je me suis fait repêcher. Je pensais que c'était un kingpin. Je pensais que c'était le meilleur joueur au Canada, au Québec. Je me suis fait repêcher. Puis j'ai tellement des beaux souvenirs. Je n'ai pas joué longtemps avec le Royal de Repentigny à cause que justement, je me suis fait repêcher. Après ça, j'étais avec l'équipe canadienne, l'équipe québécoise, après les équipes du Canada. Mais c'est tellement du fun parce que veux pas, dans ta tête, la meilleure ligue, tu es rendu au top de ton niveau. Puis c'est quelque chose de le fun. C'est vraiment, c'est beau le baseball, c'est le fun le baseball. Surtout à l'état pur, comme on le voit justement dans le junior. Mais écoute, j'ai un des beaux souvenirs. On a gagné quand j'étais au Royal Repentigny, c'était vraiment quelque chose de spécial parce qu'on avait vraiment des bons joueurs qu'on jouait contre la gang à Trois-Rivières, la gang de Steve Wolf, on avait Picard qui était là dans le temps, on avait tous des bons joueurs dans le temps, on avait beaucoup de bons joueurs qui s'en venaient, qui c'est des bons joueurs prometteurs, mais j'étais un du bon fun. T'as encore des amis que j'ai eus dans le junior, je les ai encore. Ah ouais? C'est vraiment cool ça. Non, parce que je trouve que c'est avec Danny Prata, quand il lançait dans le temps, il était avec un lanceur gaucher qui est incroyable. Je pense qu'il était encore impliqué dans le baseball à Repentigny, mais j'ai eu des beaux souvenirs. C'est là que tu parles de ce nom-là, parce que je me demande si je ne l'ai pas entendu dans la conversation. Puis encore une fois, je vais aller m'informer. Parce que moi, tu vois, de ce que j'entends, c'est que, tu sais, tristement, le baseball est souvent un peu en bas de l'échelle dans tout ce qui est financement ici au Québec. Je niaisais tantôt en parlant de curling, mais sérieusement, je me demande si... Je pense que la Ligue de pétanque de la chute a plus de cash pour son développement que la Ligue de baseball du junior élite du Québec. Et je le répète, puis je vais le répéter 1000 fois s'il faut, mais prenez le temps d'aller voir une game juste pour l'ambiance, juste pour aller prendre un coup de soleil, juste pour aller prendre une bière dog, juste pour entendre. Il y a quelque chose de magique dans le son d'une game de baseball. Puis ce que je trouve triste, c'est que d'un, tu sais, on ne pourra jamais comparer ça au hockey. Ça ne l'a jamais été, ça ne le sera jamais, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas l'améliorer. Je trouve ça... Les coachs n'ont pas payé. Ou à peine, on paye à peine leurs dépenses. Puis tu sais, je parlais de ça. Tu sais, c'est maintenant parce que moi, je me souviens quand je jouais,
tu voulais aller au championnat canadien, tu voulais gagner. Moi, j'ai joué junior élite au Manitoba, puis on avait perdu en finale, et je me souviens, j'avais quoi, 18-19 ans, et littéralement de brailler, je l'assume, de verser une larme, parce que si on gagnait, on allait au championnat canadien, qui était évidemment une équipe par province, puis je pense même qu'il y avait l'Ontario qui en avait deux, genre Ontario-Est ou puis Ontario-Ouest, là, forcément ça le dit. Et j'ai su que dans les dernières années, si le championnat canadien était, mettons, en Colombie-Britannique, ben oublie tout ce qui était à l'Est. T'sais, je veux dire, même si à peine si l'Ontario se présentait pas, fait que tu te ramassais avec 2-3 équipes de l'Alberta et vice-versa. Si on jouait, mettons, la finale en Nouvelle-Écosse, oublie ça. Tout ce qui était à l'ouest du Manitoba venait pas non plus. Et je trouve ça triste. Je peux pas croire que sacrifice... Je le répète, on sous-estime l'amour du baseball au Québec. Ouais. Et je peux pas croire qu'il faut que ce soit un sport de mendiant ou quand tu étais la meilleure équipe de ta province, puis tu arrives pour aller au championnat et on dit « Désolé tout le monde, on n'a même pas de cash pour prendre le boss. » Ouais, c'est de valeur. C'est de valeur de voir parce qu'il y a tellement de potentiel. C'est tellement beau le sport de baseball, là, quelque chose qui a tellement de discipline. Lorsque tu regardes les joueurs de hockey, c'est beaucoup différent. Comme on parle de mentalité, c'est complètement différent. C'est action-réaction. Baseball, il n'y a rien qui se passe à moins que tu lances la balle. Puis tout est vraiment c'est une game vraiment, on parlait, c'est vraiment une game mentale. C'est le fun, c'est vraiment quelque chose de beau. C'est de valeur qu'on a besoin. On a besoin d'aide, on a besoin d'argent, on a besoin de. On parle de bénévoles, c'est beau avoir des bénévoles, mais on a besoin de coachs qui se font payer, on a besoin du monde qui sont dédiés au sport. C'est difficile sans avoir les expos. Ce serait le fun d'avoir encore les expos, être capable de générer un peu d'argent comme ça, ou même un système qui est un petit peu qui est capable de comparer un petit peu plus aux États-Unis. On n'a pas vraiment de sport. Ben là, on va se comparer à la France parce qu'après la discussion que je viens d'avoir avec toi et Carl, clairement, ils sont en train de nous rattraper là-dessus pour inviter des inscriptions. Fait qu'on va essayer de au moins dépasser la France. Mais bon, écoute. Hey, on y va au dernier segment parce que le temps passe, évidemment, puis on a un podcast en anglais qui commence dans 15 minutes. Notre invité va être Russell Martin. C'est le temps pour The Closer. Cette semaine, j'ai envoyé un article à Eric et en fait, je te surprends parce qu'on voulait parler d'autres choses, fait que je fais une espèce de putsch, je change de sujet. Mais il y avait une belle histoire. On parlait justement, regarde, ça fit avec... on est thématique, man, on est thématique. Un jeune baseballeur ugandais qui aurait pensé que le baseball en Uganda, exactement. Son nom est Dennis Kasumba. Histoire... carrément, mais clairement triste. Père décédé, père qui était dans l'armée décédé à la guerre, une guerre civile. Mère abandonne les enfants, lui, il a à peine 2 ans. Élevé par la grand-mère qui a clairement juste pas une scène. À partir de 10 ans, travaille dans une... En anglais, c'est slaughterhouse. Je sais pas comment on peut-tu le... Mais... Là, où est-ce qu'on abat tout ce qui est... un abattoir. Un abattoir. Merci. Bon, hey, vraiment, ça va bien, mon enfant. Un abat qu'un abattoir. On abat un abattoir, oui, exactement. Hey, on est pas ici pour notre français puis nos connaissances. Écoute, tant qu'on n'est pas si pire, au moins défendre, expliquer le baseball, le reste, on est en tout cas une marge d'erreur. Mais travailler en abattoir, je peux pas croire que je cherchais ce mot-là. Voyons, calice. Excusez-moi, c'est la 4e fois que je le dis. Mais en même temps, un podcast sans que Maxime Martin, c'est qu'une fois, c'est pas vraiment un podcast. Mais à 10 ans, tu travailles dans un abattoir. Puis en espérant, évidemment, puis souvent, tu sais, ce qui tuait, tu sais, le propriétaire de l'abattoir, il donnait des morceaux. C'est comme ça qu'il pouvait nourrir un peu la famille, puis bon, gagner un peu d'argent et tout. Et il s'est fait remarquer par ses prouesses athlétiques, en dehors, évidemment, quand il ne tuait pas des animaux, il faisait du sport. Et sans le savoir, moi, c'est là que j'ai appris qu'il y avait évidemment un programme de baseball ugandais. Et c'est le même dépisteur qui a signé 2 lanceurs indiens. Et quand je parle d'Indiens, je parle évidemment 2 joueurs qui venaient de l'Inde, qui ont signé des contrats il y a quelques années. The $1 Million Arm, je pense, une affaire, il y a un film qui a été fait là-dessus. Bon, tu vois, la régie met de la pression sur... Oui, je slide au marbre. Calmez-vous. Ils sont là comme le coach 3e but. Ah ouais, dépêche. Il m'a même glissé tête première. Ou même comme on voit dans les films, il m'a sauté par-dessus le catcher, m'a fait le flip, puis m'a atterri les fesses. À la Pete Rose. À la Pete Rose All-Star. Ben oui. Oh non, c'était qui les Blue Jays aussi? C'était Kevin Miller. C'est pas Kevin, non, c'est Miller. Pillar. C'était avec Pillar qui l'avait fait. Max, concentre-toi. Il faut qu'on parle du jeune social media. Exactement. Oui, merci beaucoup. OK, toi aussi, t'as les mêmes notes que moi. Et tout ça pour dire qu'il a été remarqué et que là, on vient l'inviter à une ligue qui s'appelle MLB Draft League. C'est pour des jeunes, justement, comme lui, qui sont pas forcément dans une école secondaire aux États-Unis, au Canada, sont pas dans une ligue de développement en Amérique latine ou peu importe, qui viennent des 4 coins du monde pour être capables de montrer leur talent pour les dépisteurs du baseball majeur.
Et lorsque vous allez sur les réseaux sociaux, j'encourage les parents à le regarder. Et après ça, je vous encourage à le montrer à vos enfants. Je le répète, son nom, c'est Denis Kasumba. Au pire, on va peut-être trouver une façon. On mettra ça, c'est une bonne raison pour nous autres d'alimenter nos réseaux sociaux, d'être capable de mettre des liens pour ces histoires-là. Tu peux voir le jeune s'entraîner dans la boîte, vraiment, avec ce qui traîne autour de la maison. C'est-à-dire d'être capable de faire des squats avec des pneus qui traînent, qui a mis carrément juste un bâton entre les deux. Et l'histoire est tellement extraordinaire que, tu sais, des fois, quand on court après notre rêve, puis là, je parle aux enfants, je parle aux adultes, puis les parents qui m'écoutent, honnêtement, c'est quelque chose qu'on veut inculquer à nos enfants, c'est qu'il n'y a pas d'excuse dans la vie. Parce que c'est exactement ce que je veux dire. Ce jeune homme a décidé qu'il n'y en avait pas d'excuse dans la vie. Je veux dire, son histoire est horrible. Son rêve est allumé et sa détermination, elle est inspirante. Allez voir ça. Et je le répète parce que je trouve que c'est le mot-clé. Si tu veux vraiment atteindre ton rêve, il n'y en a juste pas d'excuses. D'accord avec moi, Gags? Love of the game. Il ne faut jamais lâcher. Écoute, c'est un jeune comme ça qui regarde une game de baseball. On chasse les infrastructures au Québec, mais gars, le jeune, il lançait des briques. Je pense que c'est en plein milieu dans la pluie. Il lançait des briques. L'entraînement qu'il fait, c'est incroyable. Mais tu sais, quand tu aimes le baseball, je pense que c'est ça qui est le fun. C'est beau à voir. Puis on a besoin de plus de jeunes comme ça. Puis le montrer, c'est ça. C'est la beauté du social media. On a la chance de le voir ça un petit peu. Ouais. De voir les jeunes qui adorent le baseball. Fait qu'il faut utiliser comme ça, comme du monde. Exactement. Bravo. Lâche pas, moi, jeune. Lâche pas. Continue. On vous rappelle de nous suivre sur nos réseaux sociaux, qu'on peut voir ici à l'écran. Je vous laisse le temps d'observer, évidemment, tout ce qui est écrit, parce que moi, j'ai la caméra d'en face. Anyway, les gens sont capables de lire. Merci d'avoir été des nôtres. C'était quoi? L'émission numéro 2, on aime ça. Merci à la gang de la Poche Bleue de produire le show. Merci à Simon Cowan, à Vicky Bouchard, LP Doré, Julia Demers, évidemment. Et surtout aujourd'hui, on va dire un gros merci à Max Lapierre de m'avoir aidé à améliorer mon décor par rapport à la semaine passée. Et sur ces paroles qu'on dit... Game over, let's go. Thank you very much. Let's go, next J'ai adoré. Oui, c'est là qu'on dit, Ça paraît-tu qu'on n'a pas répété? Hey, merci infiniment. On se revoit dans quelques semaines. À la prochaine. Et pour ceux qui s'intéressent, dans 15 minutes, la version anglophone de Game Over qui va débuter. Ciao tout le monde. Enfermé, c'est terminé. Qui monte sa petite et gagné avec ta balle bouchette. T'as déjà striké dans tes bouchettes. Et avec des lunettes qui font peur, la victoire est signée. Game over.